Mesdames, Messieurs, les journaux, c'est l'heure. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Bienvenue à cette autre édition à la une de l'actualité. Le pont Kapangula, en pleine construction, est devenu un danger permanent pour les parcelles environnantes, car quand il pleut, il déverse les eaux de pluie qui inondent les parcelles d'à côté. Les habitants de l'avenue Kapangula souhaitent le finissage rapide de travaux de ce pont pour éviter les dangers pendant la période de pluie. Samuel Mwamba Ronston pour le reportage. Les travaux de construction du pont reliant l'avenue Katongé à l'avenue Kapangula sont presque au peine fin. Il ne reste que quelques finissages. À en croire les informations recueillies sur place, seulement les opérations de finissage de ce pont ont été suspendues en attendant le financement issu du gouvernement provincial qui tarde encore. Pendant ces temps, ce pont en construction est devenu un véritable danger permanent pour les parcelles environnantes. Ici, quand il pleut, l'étroitesse de la baie de ces nouveaux ponts, qui manque l'allongement du mur de soutènement, déverse les eaux de pluie qui inondent les parcelles d'à côté. Conséquemment, les maisons s'écroulent. Les propriétaires ne gardent pas leur silence. Les difficultés que nous avons pour le moment, après la construction de ces ponts, ce sont les inondations causées par les eaux déversées par le pont. Presque toutes les parcelles qui se trouvent à côté de ces ponts sont inondées chaque fois qu'il pleut. Seulement après les 2 dernières pluies qui se sont abattues à Kalemi, ma maison s'est écroulée. Vous voyez vous-même, c'est ces ponts qui déversent de l'eau. Vraiment, qu'on finisse ces ponts. D'autres habitants qui se disent victimes de l'empiètement de suite de la construction de ces ponts voudraient à tout prix être dédommagés. En tout cas, s'il y a moyen, je voudrais vraiment que le gouvernement provincial me dédommage. Vous voyez que les travaux de ces ponts ont empiété sur ma parcelle. Personnellement, je souhaite négocier avec le gouvernement provincial pour que je sois dédommagé. J'ai beaucoup dépensé pour avoir cette parcelle. Les habitants de Kapangula et ceux de Katongé espèrent le finissage rapide de ces ponts pour éviter les dangers qui en découleraient pendant la période des pluies qui s'est déjà annoncée. Et les habitants de la ville de Kalemi et ceux de la province du Tanganyika en général s'est nourrissaient des doutes depuis des mois quant à la rentrée parlementaire ou pas à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, prévue ce samedi 30 septembre. Selon Maître Akilimali Nazer, les directeurs de cabinet du président de l'Assemblée provinciale, la rentrée parlementaire de ce samedi 30 septembre sera bel et bien effective. Il est ici au micro de Dieudonné Balanga Arti. Comme nous l'avons toujours dit, tous les députés travaillent pour la rentrée parlementaire. En l'occurrence, le président de l'organe délibérant qui n'est autre que le président Vincent Kibombo, il travaille pour que la rentrée parlementaire ait lieu le 30 de ce mois. Et nous invitons la population à lever le doute, car nos députés sont désormais un et indivisibles pour la cause de la population du Tanganyika. Vous savez, selon une disposition constitutionnelle, on ne peut pas toujours continuer à appliquer des décisions impopulaires. Nous pensons que son Excellence, M. le VPM, a pris la décision, voyant qu'il y a eu des échauffourées, ce qui est d'ailleurs normal dans toutes les assemblées du monde. Les gens se battent pour l'intérêt de la population. Bon, il a dû fermer. Maintenant que cela n'existe plus, ces équivoques n'existent plus, parce que le point chaud était le départ de son Excellence Madame le Gouverneur. Maintenant que Madame le Gouverneur Jilingungwa Mayuma en est chalourée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il n'y a plus match. Ils sont toujours un et indivisibles. Et c'est ce qui a montré la démocratie dans les chefs de nos députés, les 11 sur 14, c'est ça la démocratie au Tanganyika. Certainement, il y a les 10 budgétaires que son Excellence Madame le Gouverneur doit déposer au bureau de l'Assemblée pour que ça puisse travailler
l'année 2024 et je pense que cela sera déposé à bonne date par le cabinet du gouverneur et afin que cela soit maintenant voté comme un budget. Donc c'est très important, c'est une proposition dédit budgétaire et qui sera votée après amendement bien entendu par les députés provinciaux. Parce que nos honorables députés sont en train de se préparer déjà, il y a déjà les invitations qui sont lancées de part et d'autre afin que les gens viennent assister à cette ouverture. Si il arriverait par miracle que l'ordre venait de quelque part, que l'Assemblée provinciale ne puisse pas ouvrir ses portes, je pense que les députés prendront des décisions quant à ce. Le règlement intérieur est clair, ils peuvent aller même chez Kipamba, en forêt là-bas, et ils vont travailler pour l'honneur du peuple. Il existe depuis plusieurs mois maintenant dans la province du Tanganyika et précisément à Kalemi un service portant les noms de la police d'incendie PINC en sigle qui a pour mission selon l'ordonnance loi du 24 juin 1957, voilà j'y arrive, de prévenir et éteindre les incendies dans la province du Tanganyika. Selon Honoré Mitati, le chargé de communication de la police d'incendie, ce service est une réponse adéquate aux problèmes d'incendie dans la ville. Au cours de cette interview accordée à la RTGT, le chargé de communication de la PINC Tanganyika est revenu sur la mission de ce service tout en relevant le défi auquel il fait face. Nous avions comme mission en fait de prévenir et éteindre les incendies. Vous voyez, c'est ça notre mission principale que nous sommes en train de jouer ici. Oui, comme vous aviez posé la question, en fait, les incendies, bien sûr, il y avait ici récemment à Kalemi. En fait, nous, à ce temps-là, n'avions pas encore d'éléments pour les envoyer pour intervenir à cette mission. Mais comme vous aviez posé la question, nous avions pour le moment assez d'agents pour au fait jouer le rôle de l'extinction d'éteindre les incendies. En fait, pour prévenir les incendies, tout d'abord, nous envoyons les hommes sur terrain. Ce sont ces hommes-là qui sont en train de, en fait, essayer de sensibiliser la population. C'est à partir de cette sensibilisation qu'ils sont en train de montrer. Parce que si vous regardez, en fait, la population ici à Kalemi, ils ne savaient pas d'abord s'il y avait la police d'incendie. Parce que la police d'incendie, normalement, la police d'incendie n'était pas là. Mais c'est lorsque maintenant nous sommes venus ici à Kalemi que nous avions tout fait pour que nous puissions tout d'abord essayer de montrer à la population à partir de la sensibilisation le rôle que nous sommes en train de jouer pour les faire d'abord comprendre, vous voyez, pour les amener à comprendre les incendies. Nous sommes maintenant en train de tout faire pour montrer à la population que nos agents, en fait, nos agents vont tout faire pour qu'à chaque fois qu'il y a maintenant des incendies, nous, à partir du matériel que nous avons ici, nous allons commencer à intervenir et à partir de notre intervention, nous allons commencer maintenant à jouer normalement le rôle que nous devons maintenant faire
pour qu'à chaque fois qu'il y a des incendies, nous puissions commencer à intervenir. Et au cours de cette même interview, le chargé de communication de la police d'incendie au Tanganyika, Honoré Mitachi, a par défaut d'avoir un numéro vert donné un numéro Vodacom qu'il faudra rappeler, qu'il faudra plutôt appeler en cas d'incendie afin d'être plutôt toujours à l'heure. Quel que soit l'heure, ce service étatique sera bientôt doté d'un véhicule anti-incendie pour mettre fin aux dégâts causés par ces genres d'incidents. Honoré Mitachi a tout de même appelé la population à la vigilance car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Nous n'avions pas d'abord de voiture, mais nous sommes en train de tout faire pour que nous puissions maintenant avoir de voitures parce que nous n'avions pas jadis. Nous vous avions dit que nous sommes en train de nous installer. Et lorsqu'on est en train de s'installer, on ne peut pas aujourd'hui s'installer et directement remplir toutes les conditions. Au fait, comme nous ne pouvons pas remplir toutes les conditions, nous sommes maintenant en train de tout faire comme nous avons déjà certains matériels. Nous sommes en train maintenant de tout faire pour que maintenant nous puissions avoir de véhicules. C'est ces véhicules qui vont commencer maintenant à nous aider à chaque fois qu'il y a des incendies. Nous puissions maintenant commencer à partir de ces véhicules, le prendre et aller intervenir là où il y a des incendies. Oui. Nous vous avions dit que nous sommes en service. Et comme nous sommes en service, tout service doit normalement avoir des numéros de téléphone. C'est ces numéros de téléphone qui, à chaque fois, je dirais quoi, pour que à chaque fois vous avez des problèmes, vous puissiez commencer à nous contacter à partir de ces numéros-là et arriver à remplir les conditions que normalement nous devons remplir. Pour le moment, les numéros que nous sommes en train d'utiliser, c'est un numéro Vodacom. Nous n'avons pas jusque-là un numéro vert à partir duquel vous pouvez commencer à chaque fois qu'il y a des problèmes, commencer à nous contacter. Les numéros Vodacom que nous vous avions dit, c'est plus 243 82 42 52 750. Le message que nous pouvons donner à la population qui est en train de nous suivre, c'est un message qui montre que nous avons déjà un service. À chaque fois qu'il y a des problèmes, ils puissent commencer à nous contacter à ce service-là. Je pense que nous avions donné un numéro. C'est ce numéro-là qui va commencer à chaque fois qu'il y a des problèmes parce que c'est un numéro qui est à chaque fois que vous nous appelez est vraiment disponible à chaque fois. Autre chose à présent, le 27 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale du tourisme. Cette journée est pourtant passée inaperçue dans la province aux 6 territoires. Contacté à ces sujets, Maître Kiko Imango, chercheur indépendant et consultant à la RTGT, a au cours d'une interview accordée à Dieudonné Balanga Hardy donné l'importance du tourisme émergent et énumérer plutôt quelques sites touristiques qui regorgent la province. C'est lui qu'on surnomme les moineaux sérieux, a tout de même interpellé l'autorité à bien intervenir, à bien entretenir plutôt ces lieux pour conserver l'histoire. Merci beaucoup. Le tourisme, c'est une action
de voyager pour son plaisir. Voilà, c'est ça l'essence du tourisme. Voilà. Mais on peut voyager pour quel but? Il y a plusieurs buts, il y a plusieurs plaisirs ou plusieurs intérêts qu'on peut tirer, n'est-ce pas, du tourisme. C'est ça. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y a le tourisme d'études, par exemple les étudiants qui travaillent sur des sujets et qui veulent voyager pour avoir des données. Là, c'est un tourisme d'études. Il y a le tourisme familial, où les gens font les parts pour aller en vacances, afin d'aller faire plaisir, afin d'aller se réjouir quelque part dans tel ou tel autre pays. C'est aussi un tourisme. Il y a aussi il y a les tourismes de politique. Il y a aussi des tourismes aussi gouvernementaux. Merci, en tant que chercheur, hein, je connais plusieurs lieux touristiques qui sont à Kalemi, mais malheureusement, ces lieux-là ne sont pas entretenus. Vous voyez par exemple les canons CROPS qui sont derrière l'hôpital clinique. Ils ne sont jamais entretenus, ni même peints. On ne fait même pas attention à ça. Or, nous avons le service de tourisme qui existe. On a vu en ville ici des canons qui étaient laissés par les Onusiens qui étaient venus en 60 là, qui a été déterré par la MONUSCO et qui a été repeinte. Hein, les canons, les chars, ce sont les chars qui ont été exposés à la MONUSCO là. Il y a par exemple la tombe de M. Bab qui est sur la route qui mène, disons, à la côte du lac, dans la côte vers Katubili. Il y a la tombe de M. Bab. Quand vous dépassez, vous êtes à village Kasubouy. Vous dépassez Kasubouy vers le village qui suit. En amont, il y a une tombe là. C'est un soldat qui est tombé dans la guerre, la première guerre, 1914-1918. Et cette tombe est même cassée, je pense, parce qu'elle n'existe plus. On n'a même pas tenu compte de ça. Ce que je voudrais que l'État puisse créer des sites touristiques. S'il ne connaît pas, l'État n'a qu'à demander aux gens qui savent et qui peuvent aller arranger ça, modifier ça, ou même moderniser ça pour que ces sites soient visités par les touristes qui arrivent chez nous. Parce que ça fait des frics. Il y a des pays qui ne vivent que de ça. Par exemple le Kenya, hein, la Tanzanie aussi. Parlons sport à présent. En prélude de la Coupe d'Afrique de Nations féminine Cannes 2024 prévue au Maroc, les léopards dames de la RDC ont pris une option sérieuse pour cette prestigieuse compétition africaine en écartant plutôt ce mardi 26 septembre 2023 les Amazones du Bénin par un score de 1-2. Détail avec Dieudonné Balangardi. Les léopards dames de la République démocratique du Congo ont dominé ce mardi 26 septembre 2023 les Amazones du Bénin à Cotonou en match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations Cannes féminine Maroc 2024. Après une victoire de 2-1 au match aller à Kinshasa au stade des Martyrs, les léopards dames ramènent 3 points des Cotonou. Menées au score de la 5e minute par le Bénin, les Congolaises ont réagi parfaitement grâce à Merveille Kanjinga à la 31e minute et Naomi Kabakaba à la 35e minute. Cette double victoire des léopards dames de la RDC qualifie les Congolaises pour le tour suivant. Elles vont affronter les Équato-Guinéennes au mois de novembre prochain. Pour l'édition 2024, il faut le dire, 40 nations étaient entrées dans les phases de qualification. Lors du premier tour de qualification, les équipes ont joué 2 matchs les unes contre les autres. Les vainqueurs de 2 matchs se qualifient directement pour le deuxième tour, prévu au mois de novembre prochain.
À cette étape de qualification, 2 pays ont été exemptés. Il s'agit entre autres de l'Afrique du Sud ainsi que de la Zambie, championne d'Afrique en titre et médaillée des bronzes. Mesdames, Messieurs, plusieurs sujets se disputent la manchette. Les journaux et médias congolais parus ce mercredi, notamment le prochain congrès de l'Union sacrée, la position prise par Martin Fayulu ainsi que la communication du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC qui menace de frapper fort le média et autres auteurs de la campagne électorale précoce. Melchior Katontolonkolo pour le journal des journaux. En République démocratique du Congo, le processus électoral en cours reste l'un des sujets dominants à l'actualité. Le matin de ce mercredi 27 septembre à Kinshasa, la presse parue dans les kiosques n'a pas fait exception. Mesdames et messieurs, revue de presse. Élection de décembre, l'Union sacrée en congrès le 1er octobre pour investir Félix Tshisekedi candidat à la présidentielle, écrit le Moniteur à sa une. Ce journal rapporte que le fils du Sphinx de l'Umete a été choisi par la majorité des partis et regroupements politiques appartenant à la coalition au pouvoir comme leur candidat unique avant même l'annonce de la tenue d'un congrès. L'avenir abonde dans le même sens et écrit que ce dimanche, il y aura investiture de Félix Tshisekedi comme candidat unique de l'Union sacrée. Fayulu, candidat avec ou sans audit, écrit pour sa part Congo Nouveau. Cet hebdomadaire aborde le message lancé par l'opposant le lundi dernier. Ce tabloïd constate qu'après avoir fait d'un nouvel audit du fichier électoral, la condition sine qua non de la participation de son parti à tous les niveaux des élections, le président de l'ECD a décidé carrément de prendre part à la présidentielle alors qu'il a privé les membres de son parti des élections législatives, provinciales et municipales. Forum des As se focalise sur ce que le CESAC considère comme une campagne électorale précoce dans le microcosme politique. La mise en garde du CESAC qui affirme avoir constaté avec regret ce qu'il appelle la montée en flèche d'une campagne électorale précoce dans les médias depuis la publication par la CENI de la liste définitive des candidats à la députation nationale en date du 23 septembre courant. Dans un communiqué officiel rendu public le 26 septembre courant, notre Forum des As, cette institution d'appui à la démocratie, demande à ceux qui s'adonnent à cette pratique au mépris de la loi d'y mettre fin immédiatement sous peine de sanctions. Pour ce journal, le CESAC vient ainsi de sortir de sa torpeur dans laquelle il était plongé depuis février dernier lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. De son côté, EcoNews fait focus sur les trop-pleins de candidats aux législatives nationales à Kinshasa. Pour cette hebdomadaire, si la ville a gagné 5 sièges aux législatives nationales par rapport à 2018, ils seront néanmoins 3900 à concourir en décembre prochain pour la conquête de 56 sièges réservés à la ville. Par ailleurs, Africa News alerte que les choses s'annoncent mal pour la circonscription électorale de Mouchié dans la province de Maïndombe. Dans un audio devenu viral sur la toile, rapporte ce journal, le candidat à la députation nationale, Didas Pembe Bokiaga, est en train d'instruire les militants de son parti Alliance des écologistes congolais, AECO les Verts, de brûler des centres de vote en cas de tentative de fraude. Il l'a dit au cours d'une réunion tenue le 1er septembre dernier avec les cadres de son parti à Mouchié, précisent ces médias. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. N'oubliez pas de prier, nous vivons dans une génération où notre joie donne de problèmes aux gens et nos problèmes donnent de la joie aux gens. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à Castro Calenda et toutes nos équipes rédactionnelles. Et surtout à vous de nous avoir suivis. Restez pour la suite, à très bientôt.